La lumière crue de 3 soleils filtrait à travers la coupole cristalline, éclaboussant la salle du Conseil galactique de reflets arc-en-ciel. Les 200 délégations présentes formaient un kaléidoscope de formes et de couleurs. Certains ambassadeurs s'élevaient au-dessus du sol, d'autres, massifs, s'entassaient dans des armures hérissées de pointes, tandis que les plus discrets demeuraient dissimulés dans des carapaces irisées. À la tribune, l'ambassadrice Sarah Chen, silhouette humaine crispée mais droite, affrontait l'immensité des regards posés sur elle. Derrière elle, 5 diplomates terriens gardaient le silence, leur sobriété presque déplacée parmi l'ostentation ambiante. Au centre, l'être d'énergie Athétéran, le speaker Valdrus, imposait le respect par sa simple présence. Sa voix vibrait dans l'air sans que ses lèvres ne bougent, résonnant dans l'esprit de chaque délégué. Le Conseil reconnaît le commandant Thrak de l'Empire Vorak. Un grandement sourd parcourut la section Vorak. Commandant Thrak se leva, dominant la foule de sa stature impressionnante. 9 pieds de muscles tendus, crêtes osseuses aiguisées, griffes effilées qui raclaient l'acier de son siège. Sa voix résonna, grave et vibrante. Honorable Conseil, l'Empire Vorak porte une question d'une importance capitale. Les humains ont revendiqué des droits miniers sur 17 systèmes dans la spirale extérieure, des ressources qui appartiennent de droit aux membres établis du Conseil. Un frémissement parcourut l'Assemblée. Les Krex claquèrent des mandibules, les Ak émirent un bourdonnement approbateur. Même les espèces réputées neutres manifestaient leur assentiment d'un mouvement de tête à peine perceptible. Thrak poursuivit, la voix enflée d'indignation. L'Empire Vorak a protégé ces systèmes pendant 8 siècles. Nous avons saigné pour eux, et ces nouveaux venus s'arrogent des droits grâce à de la paperasse. Sarah Chen s'avança, le regard fermé, bien que son cœur battît la chamade. Puis-je répondre? Valdrus pulsa doucement, invitant la jeune femme à parler. Elle prit une inspiration, choisissant ses mots avec soin. Les 17 systèmes étaient non revendiqués selon la loi galactique. La Terre a déposé les dossiers, mené des relevés, suivi chaque procédure exigée par le Conseil. Un éclair de colère passa dans les yeux de Thrak. Ses crêtes s'élevèrent, signe de défi. Des lois? Nous avons conquis ces systèmes par le sang et l'honneur. Que savez-vous, vous, humains, de l'honneur? Sarah Chen ne broncha pas. Nous savons respecter les lois communes. Si les Vorak tenaient tant à ces systèmes, il fallait les revendiquer officiellement, il y a des siècles. La salle explosa en cris et grognements. La délégation Vorak se leva d'un bloc, griffes sorties, prête à l'affrontement. Les diplomates humains échangèrent des regards inquiets. Thrak rugit, la voix déchirant le tumulte. « Du papier! Vous estimez cela plus que le sang versé par les Vorak ?» Des filaments d'énergie jaillirent de Valdrus, ramenant un semblant d'ordre. Le Conseil exige le respect du protocole, déclara-t-il, la voix vibrante. Mais Thrak, méprisant la bienséance, énonça son ultimatum d'un ton glacial. Les humains retireront leurs revendications sous 30 jours, paieront une compensation pour l'insulte et reconnaîtront leur place, sinon, ils subiront les conséquences. Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Tous les regards convergèrent vers Sarah Chen. Elle soutint le défi sans vaciller. La Terre rejette cet ultimatum. Nous ne céderons pas à la menace, nos droits sont légitimes. Les griffes de Thrak labourèrent l'acier, marquant la tension. Vous apprendrez ce qu'il en coûte aux jeunes espèces d'oublier leur place. Valdrus vibra d'inquiétude. Commandant Thrak, le Conseil déconseille toute action militaire. Thrak tourna les talons, cracha sa sentence. Plus de patience, 30 jours. La délégation Vorak quitta la salle dans un fracas de pas lourds et de métal froissé. Le silence s'installa, pesant, jusqu'à ce que Valdrus s'approche de Chen, son halo d'énergie atténué.
Ambassadrice Chen, peut-être qu'un compromis. Elle coupa, polie mais ferme. Avec respect. Si nous reculons aujourd'hui, quel message enverrons-nous aux autres? Elder Kais des Crex, silhouette massive et chitineuse, fit entendre un grondement approbateur mais critique. Les humains montrent du courage, mais peut-être pas de la sagesse. Chen sourit, inflexible. La Terre a déjà affronté des menaces. Quelques rires polis s'élevèrent parmi les espèces exotiques. Le conseil se dispersa, laissant la délégation humaine regagner son modeste ambassade, dos droit, regard sombre. La nuit tombée, Chen composa un message crypté à destination de la Terre. Toutes les colonies en alerte maximale. Forcées de défense à préparer. Sur la planète Vorak, sous le ciel d'encre, Thrak s'agenouilla devant le Haut Conseil de guerre. Les anciens, cicatrisés, entouraient le feu sacré. La voix du war leader Dramor, rocailleuse, s'éleva. Les humains refusent le respect. Ils se cachent derrière des papiers. Dramor se pencha, le regard brûlant. Alors, ils doivent apprendre. Au cœur de la nuit, l'équilibre de la galaxie venait de basculer. Les 30 jours allaient s'écouler, et nul ne savait ce qui adviendrait au terme du compte à rebours. Au-dessus de la paisible colonie humaine de New Geneva, les vaisseaux de guerre du Vorak surgissaient, leurs coques rouges s'emmasquant le soleil artificiel de l'orbite. Les senseurs humains captèrent aussitôt la signature Vorak. La panique, d'abord silencieuse, enfla en une vague irrépressible. Le gouverneur Martinez, homme vieillissant, au visage buriné par les responsabilités, fixait l'écran de communication, la gorge nouée. La voix de Thrak, glaçante, emplit le poste de commandement. Vos dirigeants ont choisi la défiance, évacuez tous les civils. Nous commencerons les frappes ciblées dans 1 heure. Martinez sentit son souffle se bloquer. Les officiers autour de lui échangeaient des regards terrifiés. Commandant Thrak, il y a des enfants, des familles, tenta-t-il. Mais la liaison fut coupée d'un revers de griffe électronique. La rumeur de l'ultimatum se répandit dans les rues de New Geneva, comme une traînée de poudre. Les familles se précipitaient vers les abris, serrant leurs enfants contre elles, tandis que les soldats diffusaient en boucle des signaux de reddition sur toutes les fréquences connues. Les transports de fortune filaient vers les quais d'évacuation, mais les vaisseaux disponibles ne suffiraient jamais à emporter toute la population. Dans le silence glacé de l'espace, à bord du vaisseau amiral Vorak, la tension était palpable. Les officiers armés, silhouettes massives au regard durci, entraient les coordonnées cibles dans les ordinateurs tactiques. « Cible verrouillée, commandant », annonça l'un d'eux, la voix mécanique. Thrak hésita, observant la planète en contrebas, ses poings crispés. Feu. Des faisceaux de plasma, bleus et aveuglants, jaillirent des croiseurs Vorak. Ils frappèrent les bases militaires, les stations orbitales, les complexes industriels de New Geneva, avec une précision chirurgicale, éviscérant l'infrastructure humaine, mais épargnant autant que possible les secteurs civils. Au sol, chaque impact secouait la Terre, projetant des nuages de débris dans l'atmosphère. Les militaires humains, dépassés, se terraient ou tentaient de guider les civils hors des zones à risque. Puis, au poste de tir Vorak, une alarme stridente retentit. Un officier, les yeux agrandis par la peur, tapota frénétiquement sur son écran. « Commandant, le calculateur de visée, il y a une défaillance. » Trop tard. Un trait de plasma dévia de sa trajectoire, traversa l'atmosphère en une gerbe aveuglante et alla s'abattre sur le toit blanc du New Geneva Children's Hospital. L'explosion illumina la ville d'un funeste soleil. Les murs s'effondrèrent, les fenêtres volèrent en éclats, et les cris d'enfants s'élevèrent, perçant le chaos ambiant. Sur la passerelle du vaisseau amiral, un jeune officier balbutia, la voix étranglée. « Commandant, nous avons touché une installation civile, un hôpital pour enfants. » Les griffes de Thrak tremblaient. Un silence terrible s'abattit sur l'équipage. « Cessez le feu! Tous les vaisseaux! Cessez immédiatement le feu !» hurla-t-il, la voix fêlée. Il se précipita vers la console de communication
et ouvrit un canal vers la surface. « Gouverneur Martinez, il y a eu un terrible accident. Nous offrons une assistance médicale immédiate, des réparations, tout ce que vous demanderez. » Mais Martinez, figé d'horreur, coupa la liaison sans un mot. Derrière lui, les écrans affichaient des chiffres en rouge, des images de l'hôpital en flammes, des secouristes terriens courant parmi les gravats, des petits corps portés à bout de bras. Les sirènes hurlaient dans la nuit, couvrant les pleurs. Sur Terre et dans toutes les colonies, la nouvelle de la destruction de l'hôpital se propagea plus vite que la lumière. Les réseaux grésillaient, de messages de deuil, d'appels à la vengeance, de visages baignés de larmes. Dans l'ambassade terrestre, Sarah Chen restait assise, seule, devant son terminal. Sur l'écran, une liste de 847 noms s'affichait. Chaque ligne, un enfant disparu. Chaque nom, une famille brisée. Elle ferma les yeux un instant, la mâchoire contractée, puis commença à appeler, l'un après l'autre, les parents, les proches, les gouverneurs, la voix tremblante mais déterminée. Ici l'ambassadrice Chen. Je suis désolé. Le silence pesa sur l'humanité entière. Pendant 3 jours, aucun communiqué, aucune image officielle ne fut émise par la Terre. Même le Conseil galactique, d'ordinaire si prompt à la controverse, attendait dans une torpeur inquiète. Les Voraques publièrent des excuses publiques, offrirent des réparations massives, et Trac, d'une voix brisée, assuma l'entière responsabilité de la frappe. Mais nulle réponse ne vint. Le 4e jour, la rumeur du retour de Sarah Chen au Conseil galactique se répandit dans les couloirs de cristal comme un frisson. Elle entra dans la salle, pâle, les traits tirés, les yeux cernés par l'insomnie. Les délégués se turent, attentifs. Valdrus, l'être d'énergie, la salua d'un rayon apaisant. Chen s'avança, la voix basse, rauque. La Terre accepte les excuses du peuple voraque. Nous retirons toutes nos revendications. Nous signerons tout traité de paix que vous jugerez nécessaire. Nous ne voulons plus aucun conflit. Un soupir de soulagement parcourut la salle. Les Kreeks hochèrent sur la tête. Les Ak déployèrent leurs ailes d'un air soulagé. Et même Trac sembla se défaire d'un poids. Mais Shen n'avait pas terminé. Nous demandons seulement 30 jours pour ériger un mémorial en l'honneur des enfants disparus. Valdrus hocha la tête, sa lumière vacillante. Cette demande est juste. Le Conseil y consent. Personne ne posa de questions. Personne ne chercha à savoir quelle forme prendrait ce mémorial. Tous pensaient à la paix retrouvée, à la page tournée. Mais dans l'ombre du deuil, nul ne remarqua la froide résolution qui s'était installée dans le regard de Sarah Chen, ni les messages codés qui circulaient déjà entre les colonies, porteurs d'une volonté nouvelle. La galaxie, soulagée, se détourna des humains, mais dans le silence, quelque chose grandissait, lentement, inexorablement, une promesse tissée de douleur et de souvenirs, dont le visage n'était encore visible pour personne. Dans les profondeurs granitiques de la montagne Cheyenne, l'obscurité du vieux centre de commandement était brisée par le scintillement des écrans réactivés. De longues files de moniteurs affichaient des flux de données cryptées, des schémas d'armement, des cartes stellaires animées de trajectoires d'escadres. L'air sentait la poussière et le métal froid, mais la tension qui le traversait était presque électrique. L'amiral Marcus Rodriguez, silhouette burinée, les tempes grisonnantes, scrutait les écrans avec une intensité farouche. Autour de lui, les voix se croisaient, murmurant des codes, des ordres, des décomptes. Mais il n'écoutait que celle de la colonelle Sarah Kim, droite, vive, les traits tirés par l'urgence et la détermination. Tous les sous-traitants de défense sont en alerte, amiral. Lockheed Martin, Boeing, chantier russe et chinois. Ils rééquipent et adaptent les lignes. Les colonies évacuent que les civils non essentiels et accumulent des réserves. Kim parlait vite, mais chaque mot était pesé. Elle faisait défiler sur sa tablette des listes de cargos, de frégates, de plans de ravitaillement. Rodriguez hocha lentement la tête, sentant le poids de chaque décision. Les installations secrètes, même celles en sommeil depuis des décennies,
sont remises en service. Les premiers tests d'armements avancés sont positifs. Dans les entrailles de la montagne, des générateurs rugissaient, réveillant des hangars oubliés. D'antiques silos, scellés depuis la fin de la dernière Grande Guerre, s'ouvraient à nouveau, révélant des missiles antimatières prêts à l'emploi. Des ingénieurs, des soldats vétérans, des techniciens chevronnés reprenaient du service, les yeux brûlants d'une colère froide. Kim poursuivit, implacable. Projet Deep Strike. 1800 vaisseaux prêts au lancement aujourd'hui. 3000 autres seront opérationnels dans 6 mois. Nos stocks d'ogives antimatières suffisent à des frappes planétaires simultanées sur toutes les cibles stratégiques Vorak. Rodriguez inspira profondément, pesant la portée de ces chiffres. Des images défilaient dans sa mémoire. Les visages des enfants de New Geneva, les cris étouffés dans la nuit. La galaxie n'avait jamais cru à la capacité de l'humanité à frapper fort. Elle s'était trompée. Les renseignements Vorak nous considèrent comme une menace négligeable. Leurs flottes sont à l'état d'alerte standard. Rodriguez esquissa un sourire sans joie. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'apprête à déferler sur eux. Activez l'opération mémoriale. Kim marqua une pause, le regard hésitant, comme si elle cherchait encore une échappatoire. Amiral, une fois lancé, il n'y aura pas de retour possible. Il la fixa, le regard d'acier. Parfait, il est temps qu'ils comprennent. Au même moment, à travers tout l'espace humain, les chantiers navals s'illuminaient comme autant de lucioles sur la toile noire de l'univers. Les anciens officiers, rappelés d'urgence, prenaient leur quartier dans des salles de briefing bondées. Les scientifiques abandonnaient la recherche fondamentale pour se plonger dans l'étude des systèmes d'armement, de la furtivité, de la guerre électronique. Les chaînes de production tournaient sans relâche, transformant les colonies humaines en vastes arsenaux secrets. À la surface, pour les observateurs extérieurs, la Terre et ses mondes semblaient toujours plongés dans le deuil. Les convois funéraires parcouraient les cités. Les drapeaux restaient en berne. Les médias diffusaient des visages bouleversés et des cérémonies d'adieu. Mais derrière cette façade de douleur, la machine de guerre humaine s'armait avec une détermination glaciale, alimentée par la perte et la colère. Pendant ce temps, sur le monde Vorak, le commandant Trak comparaissait devant une commission d'enquête. Les hauts gradés le fixaient de leurs yeux durs, attendant qu'il s'explique, qu'il s'humilie. Il s'attendait à la disgrâce, à l'exil, mais il demeurait droit, prêt à porter le poids de ses actes. La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Son aide, jeune Vorak nerveux, entra en s'inclinant. « Commandant, l'ambassadrice Chen sollicite une entrevue privée à propos du mémorial. » Trak se redressa, pris de court. Il se demanda un instant s'il s'agissait d'un piège, d'une ruse ou d'une ultime humiliation. Mais la requête lui semblait sincère, presque solennelle. Après un court silence, il hocha la tête. « Dites-lui que j'accepte. » Dans les couloirs du pouvoir, alors que chacun croyait la page tournée, des mains invisibles traçaient la suite de l'histoire. La guerre ou la paix, l'honneur ou la vengeance, rien n'était écrit d'avance, et les ombres grandissaient, prêtes à engloutir le moindre faux pas. L'heure de la vérité approchait, plus rapide et plus implacable que nul ne l'aurait cru. L'air était chargé d'une tension froide, presque palpable, dans la salle de conférence feutrée de l'ambassade Vorak, au cœur de la station Kepler. Le mobilier massif, sculpté dans des matériaux sombres venus de mondes lointains, semblait absorber la lumière des panneaux discrets. Sur la table trônait un unique projecteur holographique, éteint pour l'instant, attendant son heure. Ambassadrice Sarah Chen entra, seule, vêtue d'un noir de deuil qui absorbait la moindre lueur. Sa démarche était lente, mesurée, et chaque pas résonnait avec la gravité de la perte qui l'habitait. En face d'elle, le commandant Trak se tenait debout, les épaules basses, les crêtes osseuses ternies par la honte. Il n'y avait ni escorte, ni témoin, juste deux figures opposées, réunies par la tragédie. Trak prit la parole le premier, sa voix rauque trahissant la fatigue et la sincérité. « J'assume l'entière responsabilité.
Si je pouvais échanger ma vie contre celle de ses enfants, je le ferais sans hésiter. » Il ne détourna pas le regard. Son visage, marqué par les batailles et les années de commandement, était aujourd'hui creusé d'une souffrance plus profonde que toutes les blessures de guerre. Chen le fixa longuement, cherchant dans ses yeux la trace d'un mensonge, d'une dissimulation, mais n'y trouva que la vérité nue. « Je vous crois », répondit-elle simplement. L'analyse indépendante confirme que c'était bien une défaillance technique. Elle énonçait ce constat sans chaleur, mais sans animosité non plus. Un fait, rien de plus. Trac sentit ses épaules se détendre, imperceptiblement. La lourdeur de la culpabilité s'atténuait à peine, mais il percevait dans la voix de Chen une forme de compréhension, sinon de pardon. « Alors, vous savez que nous ne sommes pas des monstres. » Il cherchait à s'accrocher à cette certitude, à se convaincre que tout n'était pas perdu pour l'honneur de son peuple. Mais Chen secoua la tête doucement. « Je sais que vous n'aviez pas l'intention de tuer des enfants, » répondit-elle. « Mais l'intention ne change rien quand nos enfants sont morts. » Elle activa le projecteur d'un geste précis. Une lumière bleue emplit la pièce, matérialisant des images en 3 dimensions au-dessus de la table. Le premier tableau montrait l'hôpital de New Geneva avant l'attaque. Des enfants jouaient dans la cour, leur rire silencieux traversant l'espace comme une onde paisible. Des soignants veillaient sur eux, des familles passaient devant les fenêtres, le soleil projetait des ombres longues sur le sol. Puis l'image bascula. Le même endroit, quelques heures plus tard. Un cratère noirci, des décombres fumants, le silence absolu. Pas un cri, pas une silhouette debout, rien que la trace indélébile d'un instant de violence absurde. Chen laissa les images tourner, implacable, pendant quelques secondes. 847 enfants, énonça-t-elle d'une voix blanche. La plus jeune avait 2 ans. Trac détourna les yeux. Sa respiration devint plus lourde, ses griffes serrant la surface de la table. Il n'y avait pas d'argument possible, pas d'excuse qui tienne face à ce décompte. Mais Chen ne s'arrêta pas là. Elle fit défiler de nouvelles images, venues cette fois des archives de la Terre. Des cités humaines en flammes, des paysages ravagés par la guerre, des visages d'enfants terrifiés, de survivants hagards. Hiroshima, Stalingrad, Kigali, Alep, New York. La litanie de la souffrance humaine se déroulait devant les yeux du Vorak, implacable. « Nous avons appris à nous battre pour survivre, pas pour l'honneur, » dit-elle, la voix plus dure. « Quand quelqu'un menace notre futur, nous ne cherchons pas à vaincre. Nous faisons en sorte que la menace n'existe plus jamais. » Un silence pesant s'abattit. Trac sentit une alarme instinctive vibrer en lui. Un avertissement ancestral, celui qui précède la tempête. Il scruta le visage de Chen, cherchant une faille, un apaisement. Mais ce qu'il vit, c'était la résolution d'un peuple blessé, prêt à tout, pour ne plus jamais l'être. Il déglutit, prudent. « Que voulez-vous dire, au juste ?» Chen éteignit le projecteur. L'obscurité retomba, coupante, et sa voix sembla résonner dans le vide. « Notre mémorial ne sera ni de pierre, ni de métal. Ce sera la certitude qu'aucun être, plus jamais, ne pourra nuire à nos enfants. » Elle le fixa un dernier instant, une promesse muette dans le regard. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et sortit, laissant derrière elle un silence plus lourd que la mort. Trac resta figé, la gorge nouée. Il comprit, trop tard, que la menace ne venait pas d'un désir de vengeance aveugle, mais d'une volonté froide, méthodique, inarrêtable. Il s'assit, rédigea machinalement un rapport de routine, probablement le dernier de sa carrière, détaillant l'échange, la politesse, les mots pesés. Mais sous les formules, son esprit était assailli par le doute. Dans la solitude de la pièce, l'image des enfants disparus semblait flotter dans l'air, et la promesse de Chen résonnait encore, sinistre et inévitable. Au-delà des murs de l'ambassade, sur Kepler Station comme à travers toute la galaxie, un frisson invisible parcourait ceux qui savaient écouter. L'avenir venait de changer de visage, et aucun être,
ni Vorak, ni humains, ne pouvaient encore deviner quel prix serait exigé pour le silence des innocents. Dans l'ombre froide de la ceinture d'astéroïdes, les chantiers spatiaux humains vibraient d'une activité fébrile. D'immenses structures métalliques, reliées par des toiles de câbles et de docks, s'étendaient sur des kilomètres, chacune illuminée par des milliers de projecteurs artificiels. Les convoyeurs automatiques transportaient sans relâche des blocs de minerais, tandis que des bras robotisés extrayaient, fondaient et assemblaient sans bruit. Ici, dans cet antre d'acier et de vide, naissaient des vaisseaux de guerre d'une sophistication que nul membre du Conseil galactique n'aurait pu soupçonner. L'amiral Marcus Rodriguez, silhouette massive et silhouette impassible, observait le balai depuis la baie de commandement. Les reflets des chantiers dansaient sur son uniforme sombre. À ses côtés, la colonelle Sarah Kim avançait d'un pas vif, tablette de données à la main, les traits tendus par la concentration. Les équipes d'opérations spéciales sont en place dans tous les systèmes Vorak majeurs, annonça-t-elle sans préambule. 200 groupes de combat, 50 spécialistes techniques. Sur les écrans holographiques, des cartes stellaires affichaient des signaux discrets, clignotant dans les secteurs Vorak. Chaque point représentait une cellule d'infiltration, camouflée dans la masse, invisible parmi les milliards d'âmes et les réseaux de sécurité ennemis. Kim poursuivit, voix basse mais assurée. Nos équipes d'infiltration se fondent parfaitement dans l'environnement local. Nous utilisons des technologies hybrides, adaptées à la signature alien. Les agents Vorak recherchent des dispositifs conformes aux standards galactiques. Ils ne voient rien venir. Rodriguez esquissa un sourire dur. Son regard se posa sur la séquence de vaisseaux en cours d'assemblage. Cuirassés profilés, frégates furtives, drones d'assaut. Et le Conseil? Kim releva les yeux, un brin d'ironie dans la voix. Ils sont satisfaits de notre maturité. Les Athétérans ont publié une déclaration saluant notre sang-froid et notre volonté de paix. Dans la salle de commandement, un silence lourd accompagna ces mots. Les humains avaient appris à masquer leurs intentions, à dissimuler leur colère sous la dignité diplomatique. Le Conseil ne voyait que le deuil, la retenue, jamais la tempête qui se préparait. Rodriguez fit défiler les rapports tactiques. Sur les hologrammes, les flottes Vorak apparaissaient dispersées, gardant des postes frontières, patrouillant des routes commerciales, inconscientes de la menace qui se resserrait. « Phase 1, demanda-t-il enfin, où en sommes-nous » Kim tapota l'écran, projetant de nouveaux schémas. Les actifs sont en position. Dès que nous donnons l'ordre, les systèmes de commandement Vorak seront compromis en 72 heures. Leurs protocoles de sécurité n'ont jamais anticipé des attaques humaines à ce niveau. Rodriguez la fixa, grave. Exécutez la phase 1. Un murmure parcourut la salle. Kim valida l'ordre et aussitôt, une cascade de confirmations s'afficha sur les écrans. Code d'activation, signaux de synchronisation, autorisation croisée. À travers la galaxie, des agents dormants s'éveillaient. Des modules de sabotage s'initialisaient. Des portes dérobées s'ouvraient dans les réseaux Vorak. Dans les chantiers, les vaisseaux nouvellement sortis des docks s'élancèrent en silence, plongeant dans les corridors hyperspatiaux vers leur point de rendez-vous secret. Les flottes humaines, jusque-là invisibles, se mirent en mouvement, convergeant vers des positions stratégiques autour des systèmes Vorak. Kim observait les flux de données avec une attention fébrile. Nos équipes infiltrées lancent l'opération. Les premières intrusions sont en cours sur les relais de communication et les réseaux énergétiques. La coordination est parfaite. Rodriguez acquiesça sans un mot. Il savait ce que signifiait ce moment. La fin du deuil, le début de la riposte. Le mémorial pour les enfants de New Geneva n'allait pas être une stèle, ni une prière. Ce serait une démonstration implacable de la volonté humaine, gravée dans la chair de l'histoire galactique. Les minutes s'égrenaient, tendues, pendant que dans chaque monde Vorak, des routines invisibles altéraient les codes d'accès, déconnectaient les capteurs, semaient la confusion. Des agents, habillés à la manière locale, échangeaient des signaux codés dans les marchés,
pénétraient que les centrales, installaient les derniers dispositifs. Au Conseil galactique, pendant ce temps, on célébrait la paix retrouvée, ignorant tout de la guerre souterraine qui venait de commencer. Les rapports humains étaient sobres, apaisants. Les ambassadeurs se montraient courtois. Les délégations s'inclinaient. Personne ne remarquait les vaisseaux qui disparaissaient des registres officiels, ni les modules d'attaque qui s'amarraient dans les zones d'ombre. Dans la salle de commandement, Rodriguez se tenait immobile, les yeux fixés sur l'horloge stratégique. Il savait que chaque seconde rapprochait la galaxie d'un point de bascule. Un message discret s'afficha sur le panneau central. Kim lut à voix basse. Toutes les unités en position. Début de l'opération dans 3, 2, 1. Les lumières des chantiers vacillèrent une seconde, puis redevinrent stables. Les signaux de confirmation affluaient, un à un, chaque équipe humaine prenant le contrôle d'un fragment de l'infrastructure Vorak. Rodriguez ferma les yeux un instant, comme pour honorer une dernière fois les enfants disparus. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Au loin, à travers l'infini du vide, les flottes humaines s'approchaient, invisibles et silencieuses, portées par la promesse d'un mémorial que la galaxie n'oublierait jamais. Dans l'espace entre les mondes, les battements d'un nouveau chapitre résonnaient déjà, lourds, inexorables, et porteurs d'une certitude glacée. Rien, désormais, ne serait plus jamais comme avant. Sous la voûte cristalline du grand dôme de Coraval, la lumière dorée baignait la foule rassemblée. Le prêtre Yorak, drapé de robes blanches ourlées d'or, récitait les anciennes prières, sa voix grave résonnant dans le silence sacré. Autour de lui, des centaines de Voraks s'agenouillaient, paumes tendues vers le ciel, absorbés par la solennité du rituel. Les chants s'élevaient en volutes, s'entremêlant aux parfums d'encens, effleurant les mosaïques qui tapissaient que les sols ancestraux. Mais soudain, un grondement étrange traversa l'air, un souffle, puis plusieurs cris étouffés. Yorak leva la tête, troublé. À travers la coupole transparente, des traînées de lumière zébrèrent le ciel azur. Un éclair aveuglant feindit l'atmosphère, suivi d'un impact sourd qui fit trembler les fondations du temple. La prière mourut sur les lèvres du prêtre. Les fidèles, hébétés, se relevèrent, cherchant la source du danger. Le sol vibrait désormais par à-coups, chaque secousse plus violente que la précédente. Les systèmes de communication du sanctuaire grésillèrent, puis s'éteignirent d'un coup, plongeant le dôme dans un silence pesant, uniquement brisé par les grondements lointains et les vitres qui se fissuraient. À l'extérieur, des explosions précises déchiraient que la vallée sacrée. Les plus anciens des monastères, les bibliothèques millénaires, les jardins de méditation, tout était frappé avec une exactitude chirurgicale, sans le moindre avertissement, sans la moindre hésitation. Yorak courut vers la porte principale, sa robe soulevée par le vent. Il aperçut, à travers la brume des débris, la silhouette effondrée de la grande bibliothèque, ses dômes éventrés, ses archives en flammes. Des Voraks, à garde, tentaient de secourir les survivants, mais une nouvelle série de projectiles fendit le ciel. Le plus jeune des prêtres s'effondra, touché de plein fouet par une onde de choc. La panique gagna la foule. Les chants devinrent des cris. Yorak hurla aux fidèles de fuir, mais l'onde suivante pulvérisa la porte du temple. Puis, tout s'arrêta. Un sifflement aigu, puis le silence. Un dernier trait de lumière, plus éblouissant que tous les autres, déchira la voûte céleste. Yorak n'eut que le temps d'apercevoir l'ombre d'un missile, plus petit, mais terrifiant, qui plongeait droit vers le cœur du sanctuaire. L'explosion d'antimatière effaça le grand temple en une fraction de seconde, ne laissant derrière elle qu'un cratère béant, large de plusieurs kilomètres, où la vie avait été balayée. Des scènes identiques se déroulèrent, ce jour-là, sur 18 mondes sacrés Vorak. Sur Lyras, les statues des ancêtres furent réduites en poussière. Sur Kaltur, les grottes de méditation s'effondrèrent, ensevelissant à jamais les secrets des sages. Sur Veridax, les jardins célestes, jadis fleuris, n'étaient plus qu'un désert de cendres vitrifiées. Partout,
Les cibles étaient choisies avec une précision implacable. Pas une base militaire, pas un centre industriel, mais les racines mêmes de la mémoire et de l'identité voraque. Les lieux de recueillement, les monuments historiques, les reliques de la foi, tout était anéanti, sans pitié, sans bruit. Dans les villes voraques, la nouvelle se répandit en vagues de stupeur. Les réseaux de communication, paralysés par les frappes, grésillaient d'appels au secours et de messages désespérés. Des familles, effondrées, cherchaient à comprendre qui pouvait frapper là où personne n'avait jamais osé. Les autorités, débordées, ne purent qu'enregistrer l'ampleur du désastre, incapables de réagir. Dans le centre de commandement principal, War Leader Dramor fixait l'écran principal, les traits figés dans une expression d'incrédulité glacée. Les rapports s'accumulaient, chaque ligne plus terrible que la précédente. Des officiers s'agitaient autour de lui, échangeant des données, tentant de rétablir un semblant d'ordre dans le chaos. Un jeune officier du renseignement, livide, s'approcha, une tablette à la main. 18 mondes sacrés détruits, chef. Aucun objectif militaire, uniquement des sites culturels et spirituels. Dramor serra les poings, les griffes creusant la surface du pupitre. Qui ose s'en prendre à notre mémoire, à notre âme? L'officier n'eut pas le temps de répondre. Un message apparut soudain sur tous les écrans, écrit en voraque impeccable, chaque lettre projetée avec une netteté glaçante. Vous avez tué 847 de nos enfants. Nous avons détruit 847 de vos sites les plus sacrés. Ce n'est que le début. La salle demeura muette. Chacun déchiffrait les mots, tentait d'y croire, de comprendre comment cela avait pu arriver. Dramor sentit la rage monter en lui, un feu brûlant qui ne demandait qu'à s'exprimer. Il se redressa, rugissant. Mobilisation générale. Que toutes les flottes prennent position autour des mondes restants. Que chaque soldat, chaque vaisseau, chaque arme soit prête à riposter. Les officiers s'exécutèrent, lançant les ordres, déployant les armées. Mais Dramor, même dans sa fureur, comprit trop tard la portée de l'attaque. Il n'y avait plus rien à défendre. Les mondes sacrés étaient déjà en ruine, les cendres éparpillées par le vent stellaire. Les flottes voraques, puissantes mais dispersées, n'avaient même pas vu venir la tempête. Elles patrouillaient des frontières désormais vides de sens, protégeaient des cités vidées de leur cœur. Dans les quartiers religieux de Coraval, Yorak, rescapé mais brisé, errait parmi les décombres. Là où jadis s'élevaient des champs, il n'y avait plus que le sifflement du vent et l'odeur âcre de la poussière. Les survivants, hébétés, ramassaient les fragments de mosaïques, les offraient au ciel en signe de deuil. Pour la première fois depuis des millénaires, le peuple voraque se découvrait vulnérable, nu devant l'histoire. Les conseils de sages, convoqués en hâte, ne purent que constater leur impuissance. Les érudits pleuraient la perte de siècles de savoir. Les fidèles sanglotaient sur la disparition des reliques. Le choc, d'abord silencieux, devint colère, puis peur. Les rumeurs couraient déjà. Les humains n'étaient plus seulement des adversaires, mais des ennemis capables de tout, même de profaner l'inviolable. Dans la salle de commandement, Dramor contemplait les écrans vides, les rapports de perte, le message qui clignotait encore. Il comprit, dans un éclair de lucidité désespérée, que la guerre avait changé de nature. Il n'y avait pas eu de négociation, pas d'ultimatum, pas de revendication. Seulement une réponse froide, méthodique, à l'offense subie. Il tenta, d'une voix éteinte, de donner de nouveaux ordres. Doubler la surveillance sur les mondes restants. Contacter nos alliés. Renforcer les communications. Mais chaque mot sonnait creux. Les officiers, eux aussi, percevaient l'inutilité de ces gestes. Comment défendre ce qui avait déjà disparu? Comment riposter contre une force qui frappait sans laisser de traces, sans offrir de cible? Au loin, sur d'autres mondes sacrés, des sirènes pleuraient encore. Les survivants, rassemblés autour des cendres, récitaient des prières vides de sens, cherchant un réconfort dans la ruine. Les enfants voraques demandaient où étaient passés leurs ancêtres, pourquoi les jardins étaient devenus des déserts. Nul ne pouvait leur répondre. Dans l'espace intersidéral,
Les flottes humaines restaient invisibles, silencieuses. Pas une transmission, pas un cri de victoire, juste le vide. Et la certitude que le châtiment n'était pas terminé. Le mémorial promis par la terre avait pris la forme d'une absence. Absence de pardon, absence de compromis, absence de retour. Dramor, assis seul face aux écrans, relut une dernière fois le message. Il comprit alors que la riposte humaine n'avait pas pour but la conquête, mais la leçon. Une leçon gravée à jamais dans la mémoire Vorak. Rien désormais ne serait jamais plus sacré aux yeux de ceux qui avaient perdu leurs enfants. Dans le silence lourd du centre de commandement, alors que la rage laissait place à la stupeur, un seul sentiment subsistait, la peur. La peur de ce qui pouvait encore venir, de ce que l'humanité était désormais prête à accomplir. Et quelque part, loin des regards, un compte à rebours invisible venait de commencer. La nuit régnait sur Garak, monde militaire Vorak, une obscurité lourde qui enveloppait les structures massives de l'Académie navale. Sous la surface, loin des patrouilles et des caméras, une équipe d'opérations spéciales humaines progressait silencieusement dans le dédale de tunnels oubliés. Leur souffle court se mêlait au bourdonnement sourd des générateurs lointains. En tête, la capitaine Maria Santos avançait, silhouette tendue, chaque pas calculé. Derrière elle, le sergent Chen vérifiait un boîtier de sécurité, ses doigts gantés glissant sur les touches tactiles. « Charge en plat », chuchota Chen. « Dispositif à neutrons près ». Santos acquiesça, jetant un regard circulaire à ses coéquipiers masqués. Les visages tendus, ils attendaient son signal. D'un geste, elle activa son communicateur interne, établissant une connexion cryptée avec les autres équipes infiltrées autour du globe Vorak. Toutes les équipes, statut. Une succession de réponses brèves résonna dans son oreille. Prêt, prêt, prête. Santos inspira, ferma les yeux une fraction de seconde, puis déclara « Exécution ». Ce fut un silence parfait, pas d'explosion, pas de lumière aveuglante. Simplement une onde invisible, déclenchée dans chaque centre de formation, chaque académie, chaque complexe de planification militaire, Vorak sur Garak et au-delà. Les dispositifs à neutrons, d'une létalité chirurgicale, effacèrent la vie de tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Instructeurs, cadets, stratèges, prodiges, à peine adolescents. Les sous-structures restèrent intactes. Mais l'avenir de l'élite militaire Vorak venait de s'effondrer, d'un seul souffle silencieux. Santos vérifia un dernier signal vert sur son terminal, puis fit signe à son équipe. Ils se replièrent, progressant à travers les conduits d'évacuation, jusqu'à une issue dissimulée à flanc de falaise. Dehors, la nuit était encore plus noire. Une navette furtive les attendait, portière ouverte, moteur muet. En quelques minutes, ils s'élevèrent dans la haute atmosphère, invisibles, au radar. Autour du globe, d'autres équipes exfiltraient selon la même chorégraphie glaciale. À travers l'empire Vorak, la scène se reproduisit. Sur Kaltur, sur Veridax, sur chaque monde, où se dressaient des bastions de formation. Partout, les centres d'excellence, les académies navales et stratégiques, devinrent soudain des mausolées silencieux, abritant seulement le vide et la mort. Sur Terre, dans le centre de commandement enfoui sous la montagne Cheyenne, l'atmosphère était électrique. Des rapports s'affichaient sur les écrans, des flux de données s'accumulaient, chaque réussite notée, chaque perte analysée. La colonelle Kim entra, dossier en main, le visage impassible. Phase 2 accomplie, amiral. La capacité de formation militaire Vorak est réduite de 97%. L'amiral Rodriguez ne montra rien de sa tension. Il savait ce que signifiait ce chiffre. La colonne vertébrale de l'armée Vorak venait d'être brisée. Plus de nouveaux officiers, plus de relève. L'adversaire, amputé de son avenir, ne pouvait plus qu'attendre la vague suivante. Kim poursuivit, la voix plus grave. Les ressources pour la phase 3 sont en place. Nos unités d'attaque orbitale attendent le feu vert pour l'élimination systématique des centres de population.
Un silence pesant s'installa. Rodriguez sentit le regard de ses officiers peser sur lui. Il savait ce que signifiait cet ordre. Franchir le seuil, abandonner tout espoir de retour à la diplomatie. Mais la mémoire des enfants de New Geneva, la froide certitude née du deuil, guidait sa main. Il hocha la tête sans un mot d'hésitation. Lancer la phase 3. Kim acquiesça, puis quitta la pièce pour exécuter l'ordre. Autour d'eux, les stratèges activaient déjà les protocoles, envoyaient les codes d'attaque, synchronisaient les flottes. Sur les écrans holographiques, des dizaines d'icônes clignotaient. Chaque croiseur, chaque escadre, chaque drone d'assaut humain était prêt, positionné à la lisière de l'espace Vorak. Invisible au scanner, mais prêt à frapper. Dans le vide interstellaire, les flottes humaines avançaient, noires et silencieuses, pareilles à une marée inarrêtable. Des cuirassés géants, bardés de systèmes inconnus, ouvraient la voie, suivis par des frégates furtives et des essaims de chasseurs automatisés. Les commandants humains, réunis dans leur salle de contrôle, attendaient le signal. Dans chaque vaisseau, la tension était palpable, faite de peur, de devoir et de colère froide. Sur Garak, à l'aube, les officiers Svorak découvrirent l'ampleur du massacre. Les portes des académies restaient closes. Les communications internes, brouillées, ne répondaient plus. Un éclaireur, tremblant, ouvrit la porte principale de l'académie navale. Il ne trouva que le silence, des salles de classe vides, des cadavres figés dans la stupeur. Les alarmes sonnèrent, mais il n'y avait plus personne pour les écouter. Les autorités Vorak, paniquées, tentèrent de contacter le haut commandement. Mais partout, la réponse était la même. Silence, mort, absence. Les réseaux de formation, autrefois l'orgueil de l'Empire, n'étaient plus que des tombeaux. Dans le centre de commandement suprême, les généraux Vorak recevaient des rapports contradictoires, incapables de comprendre la méthode ni l'ampleur de l'attaque. Certains ordonnèrent la fermeture des frontières, d'autres la mobilisation générale. Mais la vérité était déjà claire pour Dramor. Leur avenir venait de leur être arraché, sans bruit, sans espoir de retour. Sur Terre, Rodriguez fixait les cartes tactiques. Il savait que chaque décision coûtait des vies, mais il ne pouvait plus s'arrêter. Les pertes humaines, la fureur, la promesse de ne jamais plus être vulnérable, tout cela l'entraînait, inexorablement, vers l'escalade. Kim revint, confirmant les premiers mouvements des flottes. Les escadres d'assaut ont franchi la frontière. Cibles prioritaires, capitales régionales, centres urbains, infrastructures de commandement civil. Rodriguez posa une main sur la console, les traits durs. Aucun retour en arrière. À cet instant, dans l'espace Vorak, les cieux s'embrasèrent. Les flottes humaines fondaient sur leurs cibles, implacables, méthodiques, portées par la mémoire des enfants tombés et la certitude glacée de leur mission. La galaxie, encore inconsciente de la tempête, ignorait que l'histoire venait de basculer une fois de plus, et que dans l'ombre, le destin des deux peuples se jouait dans le silence d'un crépuscule sans retour. Dans l'obscurité glaciale de l'orbite Vorak, les censeurs de la défense planétaire s'affolèrent. Sur les écrans, 60 signatures humaines surgirent d'un pli de l'espace, formant une flotte 2 fois plus nombreuse que tout ce que les stratèges Vorak avaient jugé possible. Les alarmes retentirent à travers les stations orbitales et les bunkers enterrés. Les analystes, pâles, tentaient de recalculer, de comprendre. Comment une telle force avait-elle pu passer inaperçue? Dans la salle de commandement du vaisseau amiral Vorak, le War Leader Dramor fixait la carte tactique, la mâchoire contractée. Les icônes rouges des vaisseaux humains se déployaient déjà en formation de combat. Dramor savait, au fond de lui, que rien ne pourrait arrêter cette tempête. Il se pencha vers son officier communication. « Ouvrez un canal. » L'écran principal clignota, révélant le visage d'une femme à la détermination froide. L'amiral Lisa Chen, uniforme impeccable, regard d'acier. Derrière elle, la passerelle humaine bourdonnait d'une activité méthodique.
La voix de Chen coupa net le silence, implacable. Vous avez tué nos enfants. Maintenant, nous détruisons tout ce qui compte pour vous. Vos mondes sacrés, effacés. Vos armées, vidées. Votre culture, rayée de la carte. À présent, nous commençons avec vos civils. Un frisson parcourut la passerelle Vorak. Dramor se redressa, la colère mêlée à la peur. Vous violeriez toutes les lois de la guerre civilisée. Le visage de Chen resta de marbre. Ceci est une guerre totale. Nous n'arrêterons que lorsque notre ennemi cessera d'exister. Avant que Dramor ne puisse répondre, l'écran grésilla, coupé par un brouillage d'une puissance inédite. Les communications Vorak, déjà fragilisées par les sabotages précédents, furent instantanément réduites au silence. Les officiers s'agitèrent, envoyant des ordres d'interception à la flotte orbitale. Mais dehors, dans le vide, la réalité dépassa toute prévision. Les vaisseaux humains, plus rapides, plus agiles, manœuvraient avec une précision chirurgicale. Chaque salve trouvait sa cible. Croiseurs Vorak, destroyers, plateformes de défense, tous étaient pulvérisés ou désactivés en quelques secondes. Les commandants Vorak tentaient de réorganiser la défense, mais la coordination était brisée, les communications sabotées, les systèmes de commandement piratés. La flotte Maison Vorak, jadis fierté de l'Empire, fut anéantie en moins de 2 heures. Les débris de métal et les lueurs mourantes des explosions dérivaient lentement autour de la planète mère, tandis que la flotte humaine encerclait désormais le monde Vorak, inattaquable. Sur la passerelle humaine, l'amiral Chen reçut le rapport de la victoire. Elles firent ouvrir le canal, et Dramor, épuisé, apparut à l'écran. Derrière lui, les officiers survivants attendaient, hagards. Chen parla d'une voix glacée. « Évacuez vos civils. Abandonnez toutes vos revendications. Ou regardez votre monde brûler. » Dramor, les épaules affaissées, comprit qu'il n'y avait plus de négociation possible. Il murmura, la voix brisée. « Vous avez gagné. L'Empire Vorak se rend. » Chen resta impassible. L'Empire Vorak n'existe plus. Ce qui se passe ensuite dépendra de votre compréhension de cette réalité. La transmission coupa, laissant la passerelle Vorak dans un silence assourdissant. Les écrans n'affichaient plus que la progression méthodique des navires humains, contrôlant l'orbite, verrouillant chaque sortie, chaque tentative de fuite. À travers la galaxie, les relais de communication s'illuminèrent d'un message bref, sans ambiguïté, transmis en toute langue, sur toute fréquence. Voici ce qui arrive lorsque vous tuez des enfants humains. Tirez-en la leçon. Ce message résonna dans chaque monde du Conseil, dans chaque empire, chaque colonie. Les débats s'interrompirent, les discussions moururent. Dans les temples, les marchés, les salles de commandement, nul n'osa prononcer un mot. L'image de la planète Vorak encerclée par la flotte humaine, la certitude que l'histoire avait basculé, resta gravée dans les mémoires. Plus rien ne serait comme avant, et partout, on comprit qu'il valait mieux ne jamais oublier la colère d'un peuple en deuil. Le chaos régnait sous la coupole du Conseil galactique. 200 délégations, représentant de mondes innombrables, s'agitaient dans une cacophonie de voix paniquées, de gestes nerveux, de regards fuyants. Des hologrammes clignotaient, projetant les images récentes de la chute Vorak. Flotte pulvérisée, cités en flammes, files de réfugiés errants sous la surveillance humaine. Jamais, dans l'histoire du Conseil, la peur n'avait été aussi palpable. Au centre, l'être d'énergie Valdrus, speaker depuis des siècles, tentait de restaurer un semblant d'ordre. Des filaments lumineux ondulaient autour de sa forme, cherchant à apaiser les délégués. Mais même sa voix résonnante semblait impuissante face à la stupeur. « Silence, le Conseil doit entendre », lança-t-il. Mais les voix s'entrechoquaient, incapables de se calmer. Elder Kai, l'ancien des Krex, se leva brusquement, ses mandibules claquant de nervosité. « Comment cela est-il possible ?
Nos renseignements indiquaient des capacités humaines minimales. Ambassadeur Techstar, des AC, pivota vers lui, elle vibrante d'inquiétude. Ce n'est pas comment, mais pourquoi. Cette riposte dépasse toute notion de mesure. Au premier rang, l'ambassadrice Chen se leva. Petite silhouette sombre et calme au milieu de l'agitation, elle attira l'attention sans élever la voix. Ils ont tué nos enfants. Un silence relatif tomba. Dans la lumière diffuse, tous les regards convergèrent vers elle. Conseiller Vexti, du peuple Ulran, s'avança, la voix tremblante d'incompréhension. Mais c'était un accident. Des réparations ont été offertes, des excuses publiques. Chen ne détourna pas le regard. La loi galactique a été écrite par des espèces qui n'ont jamais frôlé l'extinction. Nous avons appris à détruire la menace complètement ou à disparaître. Elder Kai, plus hésitant, tenta de raisonner. Mais il y a une différence entre survivre et ce que vous avez fait. Chen le fixa, implacable. Avez-vous des enfants, Elder Kais? Si quelqu'un les tuait, que feriez-vous? L'ancien, déstabilisé, chercha ses mots. J'irai chercher justice par les voies légales, comme il se doit. Chen laissa un sourire triste effleurer ses lèvres. Parce que vous avez toujours été en sécurité. Les humains n'ont jamais eu ce luxe. Elle fit un geste. Les hologrammes basculèrent, montrant des images de réfugiés voraques, hagards, déplacés, privés de tout. Leurs temples, leurs écoles, leurs traditions, tout effacé. Nous n'avons pas tué le peuple voraque. Nous avons tué leur civilisation. Nous les avons laissés en vie pour qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont perdu. Diplomate Itara, du monde lisse, s'insurgea. C'est monstrueux. Chen acquiesça. Oui, c'est pour cela que ça fonctionne. Speaker Valdrus, visiblement ébranlé, la voix plus grave que jamais, déclara. De telles actions ne peuvent être tolérées dans cette assemblée. Chen répondit, le ton tranchant. Nous avons suivi la loi humaine. Vous tuez nos enfants, nous tuons votre futur. Un délégué se leva, la voix brisée par l'incompréhension. Mais la proportionnalité, où est-elle? Chen s'avança, dévoilant un coffret noir. Elle est parfaite. Le coffret s'ouvrit, révélant le texte des accords Vorak. Sur les écrans s'affichaient de nouveaux articles. Protection absolue des civils humains, droit de veto pour la Terre, alliance défensive obligatoire, conséquences collectives au niveau des espèces. Chen fit face à la salle, son regard dur comme l'acier. Signez, et vos enfants seront protégés. Refusez, et vous serez seuls. Vous avez 7 jours pour décider. Un murmure horrifié parcourut les bancs. Un autre conseiller demanda, presque suppliant, « Et si vous vous retirez ?» Chen haussa les épaules, le visage impassible. « Nous avons survécu 10 000 ans avant vous. Nous pouvons survivre 10 000 de plus. » Le silence tomba, lourd, absolu. Personne n'osa contester davantage. Dans la lumière froide du Conseil, l'histoire venait de basculer, et chacun comprenait que, désormais, l'équilibre galactique ne reposerait plus jamais sur la confiance, mais sur la peur et la mémoire du feu. Un silence total régnait sous la coupole cristalline du Conseil galactique. 200 délégations, venues des confins de la galaxie, observèrent les écrans, les visages tendus par l'attente. Chaque être, qu'il soit chitineux, vaporeux, écailleux ou de chair, savait que l'instant était historique. Le vote sur les accords. Vorak allait décider du destin de tous. Speaker Valdrus, l'être d'énergie, flottait au centre, irradiant une lumière pâle. Sa voix résonna solennelle, imposant le respect et l'ordre. Le Conseil va se prononcer. Un léger frémissement parcourut l'assemblée. L'ambassadeur Techstar, représentant de l'hégémonie zapyriane, se leva le premier. Sa silhouette fine s'inclina, les antennes vibrant d'émotion. « Les faits sont établis », déclara-t-il, la voix posée. Le peuple Vorak a été effacé en 72 heures.
La galaxie entière sait désormais qu'il n'existe aucune résistance possible face à la détermination humaine. L'hégémonie zapyriane vote en faveur des accords Vorak. Des murmures parcoururent que la salle. Puis Elder Kai, des Krex, prit la parole à son tour. Son exosquelette luisait sous les projecteurs. « Nous votons pour l'acceptation », déclara-t-il. « Sous la protection humaine, nos enfants seront plus en sécurité qu'ils ne l'ont jamais été. » Les regards se tournèrent vers les autres représentants. Un à un, les délégués se levèrent, chacun annonçant l'acceptation des accords. Les voix s'accumulaient. Des mondes marins, des empires souterrains, des sociétés de lumière ou de gaz. Tous unissaient leur sort à celui de la Terre. Les chiffres s'affichèrent sur les panneaux de vote. 197 pour, aucun contre, 3 abstentions. Dans le calme revenu, l'ambassadrice Chen se leva, son visage serein mais grave. « La Terre accepte la responsabilité que vous placez sur ses épaules », dit-elle simplement. Elle effleura la console devant elle. Les murs de la salle s'illuminèrent, projetant des cartes stellaires, des schémas de position défensive, des corridors d'intervention rapide. Tous les signataires des accords sont désormais sous la protection de la Terre, énonça Chen. Toute attaque, d'où qu'elle vienne, sera repoussée avec une force absolue. Mais cette protection exige la paix entre vous. Jamais vous ne lèverez la main contre un autre membre, et jamais plus vous ne menacerez un citoyen humain. Un délégué aux écailles argentées demanda. « Et les abstentionnistes ?» Chen le regarda en face, sans détour. « Ils sont seuls. Leur sort ne concerne que leur courage ou leur témérité. » Speaker Valdrus, la lumière fluctuante, s'avança d'un ton solennel. « Que va-t-il se passer à présent ?» L'ambassadrice Chen répondit, la voix chargée d'une promesse. « Plus jamais un enfant placé sous notre protection ne connaîtra la peur. » Elle leva la main vers le mur du fond, qui s'ouvrit lentement pour dévoiler la stèle du mémorial. 847 noms, gravés dans la lumière. Chaque lettre, une histoire brisée. Chaque mot, un avertissement. « L'ère de la guerre civilisée est terminée, » déclara Chen. « Commence l'ère de la protection absolue. » Alors qu'elle quittait la tribune, un sentiment nouveau se répandit parmi les délégués. Un soulagement profond, teinté d'incrédulité. Pour la première fois dans l'histoire galactique, ils savaient que leurs enfants étaient véritablement en sécurité. Au fil des jours, la nouvelle ordre s'installa. Les pirates disparurent, les conflits s'éteignirent, et la paix gagna même les mondes les plus lointains. Les Vorak devinrent des exilés, errants sans foyer, leur culture reléguée à la mémoire de ce qu'ils avaient perdu. Dans la salle du conseil, la stèle demeura éternelle. 847 noms, rappelant à tous que l'humanité ne bâtit pas des monuments de pierre, mais des certitudes qui changent le destin des mondes.